Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 61. Et pour ce nouveau numéro, j'aimerais vous proposer un exercice d'analyse assez intriguant qui s'énonce donc ainsi. On a une fonction qui va de R vers R de classe Cn, on va supposer que n est supérieur ou égal à 2. Posons mk les normes infinies des dérivées km de f. On va supposer que la norme infinie de f et la norme infinie de la dérivée énième de f sont finies. Et on va démontrer alors que si je regarde la norme infinie de la dérivée km de f pour k compris entre 0 et n strictement, eh bien elle va être également finie. Et en plus de ça, on peut trouver une borne explicite, donc une majoration explicite de ce mk en fonction de m0 et de mn. Alors j'espère que cet énoncé vous intrigue, puisque comme vous pouvez le remarquer, juste en ayant en tête que la norme infinie de la dérivée énième de f et la norme infinie de f elle-même sont bornées, on peut borner les normes infinies des dérivées km entre deux. Donc autrement dit, on est en train de démontrer que si f et f dérivée énième sont tous deux des fonctions bornées, alors la dérivée km de f, pour tout k compris entre 0 et n, est également bornée. C'est quand même assez marrant d'avoir ce type de résultat. C'est quand même. Enfin, j'espère que ça vous surprend si vous avez jamais vu ce genre de choses. Alors, en dehors du fait de montrer cette propriété que je viens d'énoncer, il y a quand même cette inégalité qui est un peu étrange. Alors, cette inégalité, elle porte un nom, et je vais vous le donner. Ça s'appelle l'inégalité. Les inégalités, parce que c'est plusieurs inégalités qui dépendent de cas. Les inégalités de Kolmogorov. Okay. Donc ceux qui ont cherché l'exercice sur le site web le savaient déjà, le nom de cette inégalité. Mais voilà, c'est une inégalité, alors j'ai pas envie de dire classique, mais c'est quand même une inégalité intéressante qui peut être étudiée au travers d'un sujet concours de classe prépa ou autre cadre. Donc notamment par exemple ce type d'exercice, ça peut être un exercice qu'on pose pour l'agrégation, donc plutôt si on veut le proposer en développement pour l'agrégation. Donc c'est quand même quelque chose qui va faire appel à des outils qui sont intéressants en analyse et qui pourraient apparaître dans les différentes leçons qu'on voudrait proposer, donc qu'on doit travailler pour l'agrégation. Mais bon, en ayant dit ça, je pense que j'ai dû faire peur un petit peu aux étudiants de prépa. Je vous rassure tout de suite, en fait, pour démontrer cette chose-là, on peut le démontrer en utilisant uniquement des outils de première année de classe préparatoire. Si, croyez-moi, je vous assure que c'est vrai, et je vais vous le prouver, en effet, puisque je vais résoudre cet exercice en utilisant que des outils de première année de classe préparatoire. Alors peut-être qu'il y a des outils un poil borderline, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des outils qui sont peut-être un peu mieux développés en deuxième année de classe préparatoire, mais je vous assure que la résolution qu'on peut en faire peut se faire essentiellement avec des outils de première année de classe prépa. Et voilà. Alors, ceci étant dit, cela n'empêche que montrer cette inégalité en toute généralité, c'est très technique. Donc, je ne peux pas m'amuser à vous dire, voilà l'exercice, et faire mon blabla habituel en vous disant, faites pause et essayez de le résoudre sans que je vous dise quoi que ce soit, parce que là, c'est vraiment très compliqué de savoir déjà sur quel pied danser, et puis de savoir exactement ce qu'on doit faire, à part pour ceux qui auraient déjà vu cet exercice, et qui se donnent le défi de pouvoir le refaire là comme ça, sans rien savoir. Mais en dehors de ces gens-là, s'il y a des gens qui n'ont jamais vu ce genre de choses, c'est quand même très compliqué de l'attaquer sans avoir eu de chemin tracé pour résoudre cet exercice. Alors donc je vais vous proposer un chemin à parcourir à travers cet exercice, et à la fin de ce chemin on aura prouvé ce que l'on voulait prouver, d'accord. Et ce chemin je vais le détailler petit à petit. Dans un premier temps je vais juste vous donner une trame générale, et puis je vous laisserai y réfléchir. Ensuite dans cette trame générale je vais me focaliser sur les différentes étapes. Et puis une fois que j'aurai fait ces différentes étapes et que je vous aurai à nouveau proposé de faire une pause, je vous ferai la résolution de chacune des étapes. Voilà. Ok, alors voilà le chemin que je vais vous proposer pour résoudre cet exercice. Il va se faire donc en 3 étapes. La première étape, c'est de démontrer le résultat pour
n égale 2. Donc démontrer le résultat pour n égale 2. Donc pour n égale 2, bah, si on remplace n par 2 dans les inégalités que j'ai écrites là-bas, et donc il va falloir le démontrer juste pour k égale 1, hein, c'est le seul qui est dans l'inégalité stricte, et bien on se retrouve à démontrer que m1 est inférieur ou égal à 2 fois, alors il y a une racine carrée de 2 fois m0 fois m2. D'accord, ça va faire que des puissances 1,5 partout. Ok, deuxième étape, montrer que les MK sont finis. Et puis troisième étape, conclure en utilisant la suite. Là je vous la donne, même si pour l'instant on voit pas pourquoi, on voit pas à quoi elle sert. ln de mk moins ln de 2 sur 2 fois k fois n moins k. Donc voilà la trame que l'on va chercher à suivre. Et même en vous ayant juste donné les grandes étapes, ça reste quand même très compliqué. La première étape, il faut avoir la bonne pensée. Je dis pas que c'est infaisable, je pense pas que c'est infaisable, notamment, je pense que vous pouvez avoir des idées qui peuvent vous amener à cette inégalité-là. Mais il faut un petit peu s'abstraire de la formule qu'on veut démontrer et juste se dire qu'on va travailler avec les fonctions dérivées et dérivées secondes. Il faut juste se dire ça pour essayer d'avoir une idée de comment on pourrait amener à cette inégalité-là. Mais bon voilà, ça reste quand même pas trop facile à mettre en place, mais il suffit d'avoir la bonne idée. Une fois qu'on a la bonne idée, tout est gagné. Pour la deuxième, alors là, non seulement il faut avoir une bonne idée, mais en plus de ça, il faut l'utiliser de manière assez technique. Donc utiliser cette idée, mais de manière assez technique. Une idée qui va être très proche de la première. Et puis la troisième, bon alors j'en parle même pas, parce que pour l'instant c'est très technique, et comme j'ai mentionné là, la suite que je vous ai donnée, a priori on voit pas trop à quoi ça sert. Donc bon, malgré tout, j'aimerais vous inviter à juste vous frotter un petit peu à l'exercice avec cette idée en tête. Donc essayez de démontrer déjà rien que de démontrer le résultat pour n égale 2, c'est intéressant. Donc n'hésitez pas donc à faire une pause pour essayer de démontrer au moins la première partie. Si vous êtes assez chaud, essayez de démontrer la deuxième partie. Donc voilà, et puis la troisième, bon, on pourra en reparler plus tard. Donc n'hésitez pas à faire une pause déjà pour vous essayer, vous frotter à l'exercice avant que je ne explicite davantage la trame que l'on va suivre. Ok. Donc maintenant que vous savez quelle est la trame de la résolution que je vais vous proposer, je vais maintenant expliciter un petit peu plus les étapes. Alors la première étape, on va la découper en deux. On va d'abord démontrer que pour tout h strictement positif, m1 est inférieur ou égal à m0 sur h plus h sur 2 m2. Le fait que j'ai écrit H, ça doit vous donner une idée de ce que vous pourriez faire. Je dis ça, je dis rien. Et puis B, conclure. Bon voilà, donc je vous laisse à nouveau faire une pause pour tenter de résoudre ce problème, hein, donc de démontrer cette première étape avec ce que j'ai dit ici, et cette petite puce à l'oreille du fait de voir un H dans les formules. J'espère que ça vous donne des idées. Ok, alors c'est parti. Question 1A. Alors je vais prendre un réel et H strictement positif. Alors c'est vrai que j'ai pas dit, j'aurais dû le dire avant, mais la puce à l'oreille que j'ai tenté de vous donner, c'est de penser à du Taylor. Parce que le seul type d'égalité que l'on pourrait faire intervenir dans ce genre d'affaires, faisant intervenir donc la fonction, sa dérivée et sa dérivée seconde, le seul type de choses que l'on peut faire intervenir, c'est du Taylor. Donc on va utiliser du Taylor. Okay, et on ne va pas l'utiliser de manière trop anodine, pas faire trop n'importe quoi,
mais je vous assure qu'en l'utilisant, on va pouvoir démontrer l'inégalité qu'il faut. Et il va falloir utiliser une forme bien particulière de Taylor, car ici, ça ne m'intéresse pas de faire tendre h vers 0. Là, je veux travailler avec n'importe quel h, quelconque, a priori. Donc, je vais utiliser la forme qui est dite de Taylor-Lagrange, donc d'après Taylor-Lagrange. Donc Taylor-Lagrange a la spécificité d'écrire le dernier terme comme étant quelque chose qui ressemble beaucoup à la formule de Taylor en elle-même, les termes généraux de la formule de Taylor en elle-même, sauf que la dérivée énième que l'on va écrire, elle va devoir être évaluée. On a un élément qui est compris entre les deux bancs qu'on est en train de regarder. Donc, bon, au lieu de dire ça, je vais écrire directement ce que je veux. Donc si j'écris f de x plus h, eh bien ça c'est la même chose que f de x plus h f' de x plus h carré sur 2 f seconde de xi avec xi qui doit être un élément compris entre x et x plus h. Donc voilà la forme de Taylor que je vais utiliser, et cette forme elle est valide peu importe le x et le h que je prends. Il existera toujours un xi qui appartient à cet intervalle-là. Pour ceux qui n'auraient jamais vu cette forme-là de Taylor, pensez au théorème au théorème des accroissements finis. Je pensais à l'inégalité des accroissements finis, mais là c'est le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis, il dit quoi? Il dit que si je travaille dans un intervalle AB, tel que la fonction est continue sur l'intervalle fermé AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, etc. Enfin, je crois que c'est suffisant. La pente f de b moins f de a sur b moins a peut s'écrire f' d'un certain c pour c compris entre a et b. Et puis si vous remodifiez ce que je viens d'écrire en remplaçant b par x plus h et a par x, et bien vous obtenez la chose suivante. F de x plus h, c'est égal à f de x plus h fois f de quelque chose, donc on va dire f' de c, avec c qui doit être entre x et x plus h. Okay, donc ça c'est le théorème des accroissements finis, okay, qui dit cette chose-là. Et il se trouve qu'il y a une généralisation de ce théorème des accroissements finis qui finalement amène à du Taylor-Lagrange. Donc la forme de Taylor-Lagrange, c'est rien de plus qu'une généralisation du théorème des accroissements finis. Et ça se démontre plus ou moins, alors pas tout à fait plus ou moins par récurrence, mais pas vraiment une récurrence à vrai dire, mais c'est... On met tout le monde du même côté, puis quelque part on cherche à utiliser quelque chose qui se rapproche de l'utilisation du théorème de Rolle ou des choses comme ça, parce que je vous rappelle que le théorème des accroissements finis se démontre à l'aide du théorème de Rolle. Il y a des choses comme ça qui sont cachées pour la preuve de ce résultat-là, mais je ne vais pas m'étendre davantage, parce que sinon la vidéo elle serait encore plus longue qu'elle ne le sera. Ça ne m'étonnerait pas déjà que la vidéo dure pas loin d'1 heure. Vous le savez déjà là d'avance, mais moi je suis en train de faire l'enregistrement, donc je ne sais pas, mais je le verrai qu'à la fin. Bref, donc l'idée est la suivante, je vais utiliser du Taylor-Lagrange comme je viens de l'écrire, et je ne vais pas l'utiliser de manière trop bête, donc c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à majorer tout de suite f' tel que je le vois là. Je vais faire une autre manipulation, je vais regarder un autre développement de Taylor-Lagrange en regardant f de x moins h. Et donc f de x moins h, je peux écrire que c'est f de x moins h f' de x plus h carré sur 2 s seconde de xi, avec xi qui doit être un élément entre x moins h et x. Ok, et puis maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire une soustraction des deux lignes, parce que ce qui m'intéresse, c'est de majorer f'. Je ne vais pas chercher à le supprimer, donc je ne vais pas additionner les deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le garder, le f' là, qui est là. Donc si je veux le garder, il faut que je fasse une soustraction de lui par lui. A priori, c'est ça qui a l'air d'être le mieux. Donc si je fais la soustraction de lui par lui, je vais me retrouver avec 2h f'. Les f de x vont disparaître. Et les parties en f seconde, rien ne m'empêche de le mettre de l'autre côté. Alors si je fais ça, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec f' de x qui va devoir être égal à 1 sur 2h fois, alors qu'est-ce qu'il me reste? Donc j'ai dit la soustraction de ces deux là, donc f de x plus h
moins f de x moins h. Ok. Et puis ensuite, j'ai fait la soustraction de ces deux-là, donc lui moins lui, mais je le mets de l'autre côté, donc ça va me donner lui moins lui. Donc, et j'oublie pas de diviser par 1 sur 2h, hein, donc plus 1 sur 2h fois h carré sur 2 fois f seconde. Donc on a dit, c'était lui moins lui, donc lui moins lui. F seconde de qui moins f seconde de xi. Donc je me retrouve avec ça. Et puis maintenant que j'ai ça, je vais simplifier un tout petit peu quand même. Mais ce que je vais surtout faire, c'est que je vais faire apparaître des inégalités triangulaires. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder la valeur absolue de f' de x et majorer par quelque chose qui ne dépend plus de x. Et une fois que j'aurai réussi à majorer par quelque chose qui ne dépend plus de x, je pourrai enfin remplacer lui par sa norme infinie. Ce qui me permettra de conclure à la fois que cette norme infinie est finie, et de plus, vous allez le voir dans quelques instants, mais ça va me donner le résultat voulu. Donc si j'utilise inégalité triangulaire, plus, dès que je peux, je le remplace par la norme infinie, eh bien je vais avoir la chose suivante, 1 sur 2h fois 2 fois m0, parce que là, si je fais une égalité triangulaire, j'ai valeur absolue de lui plus valeur absolue de lui, mais chacune des deux valeurs absolues est majorée par la norme infinie de f, donc tout va bien, plus, alors là les h, je le simplifie, ça me fait du h sur 4, très bien, et puis là je vais avoir du f seconde, donc valeur absolue de f seconde plus valeur absolue de f seconde. Si je majore ça par les normes infinies, je me retrouve donc avec 2 fois la norme infinie de f seconde. Et voilà, j'ai une majoration qui ne dépend plus de x, donc déjà j'aurais démontré que M1 est fini. Ça me permet de conclure que M1 est inférieur ou égal à, et là je simplifie, M0 sur H plus H sur 2 fois M2. Voilà, et on vient de démontrer l'inégalité voulue pour la question A. Donc, tout ce qu'il fallait utiliser, c'était du Taylor-Lagrange, une variante des formules de Taylor, où le reste s'exprime comme une fonction qui dépend non seulement de h, mais aussi d'une certaine dérivée itérée de dérivée calculée en une valeur comprise dans un intervalle ouvert donné par x plus h et x, ou x moins h et x. Plus cette petite manipulation quand même. Bon, alors maintenant que j'ai cette inégalité, comment je conclus? Alors je sais pas si vous avez eu du mal à démontrer ça, est-ce que vous avez essayé au moins de voir quel est le lien entre ça et ça? On va le voir, si vous ne l'avez pas vu. J'efface maintenant que j'ai fait un A, je me lance sur un B. Encore une fois, si vous voulez relire des choses, n'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour dans la vidéo. Hop. Alors un B. Donc un B, en fait, ce qu'il faut, c'est étudier la fonction dépendant de h qui se trouve de l'autre côté de la borne. Parce que cette inégalité est vraie, peu importe la valeur de h qu'on choisit, strictement positive. Tout ce qui reste à faire, c'est trouver une valeur de h qui minimise, donc qui cherche le minimum de la fonction dépendant de h que j'ai ici. Bon, c'est ce que je vais faire, donc je vais poser g de h, la fonction qui a h associe m0 sur h plus h sur 2 m2. Et bien, pour faire une étude de fonction, rien de tel que de faire une petite dérivée qui est tout à fait possible puisque h est strictement positif. Donc je me retrouve avec moins m0 sur h carré plus m2 sur 2. On peut se rendre compte que la fonction g' est tout d'abord négative, puis elle va devenir positive. Donc ça veut dire qu'elle va être décroissante et croissante. Et donc le minimum est atteint au moment où g' est nul. C'est juste une étude de fonction toute bête. Et donc g' est nul, ça veut dire que m2 sur 2 est égal à m0 sur h carré. Je modifie l'égalité en mettant le h carré ici, tout ça de l'autre côté, je me retrouve avec h carré qui va devoir valoir 2m0 sur m2. Et comme h est strictement positif, ça implique que h doit être égal à racine de 2 fois m0 sur m2. Bon, très bien, puis maintenant je vais remplacer h par cette valeur et vous allez voir que ça va me donner exactement l'inégalité voulue. Donc je vais l'écrire là, j'ai la place. Donc si je fais m0 sur cette racine plus cette racine
le tout sur 2, ok, fois M2. Alors, ça devrait aller. Donc maintenant que j'ai ça, je vais tout mettre sous des racines. Donc si je mets tout sous des racines, que j'essaie de simplifier ce que je peux simplifier, on va se retrouver avec racine de 2, donc là en haut, le M0 simplifié avec le M0, donc en effet, racine de 2 sur 2, donc je vais mettre sur 2 en bas. Et puis le M2 je le fais monter également, donc ça va me donner racine de 2, M0, M2. Et puis lui, si je rentre le M2, bah là le M2 c'est M2 carré, ça simplifie ici, ça me fait racine de 2, M0, M2 sur 2, ce qui me donne exactement ce qu'il faut. C'est bon. Racine de 2, M0, M2. Et voilà, c'est gagné. Alors c'est vrai qu'on aurait pu se poser une question, parce que bon, je ne l'ai pas soulevé je crois pour l'instant. Une question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce que c'est possible que l'un des MK soit nul? C'est vrai que c'est une question un peu bébête qu'on peut se poser, mais... Alors si M1 est nul, ça implique que M2 est nul, et tous les autres d'après sont nuls, mais surtout que la fonction f va être constante. Et donc si la fonction f est constante, bah, toutes les inégalités que j'ai écrites ici, de toute façon, ça veut dire que 0 est inférieur ou égal à 0, de toute façon ça veut dire ça aussi. Donc bon, voilà, il n'y a pas de problème avec ce cas-là. Par contre, il y a un cas qui va commencer à être un peu critique, c'est que si un des MK est nul pour k plus grand que 2, et ça pour k plus grand que 2, et ben ça va impliquer que M0 n'est pas fini. Car en effet, par exemple, si M2 est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction dérivée deux fois est nulle, ça veut dire que la fonction dérivée une fois est une constante, et ça veut dire donc que la fonction elle-même doit être une fonction affine. Vous en pensez quoi? Fonction affine sur R, c'est pas borné. Bon, bah ça contredit. Donc vous voyez que si un des MK est nul, on a un problème, d'accord, concernant la bornitude de la fonction de toutes ces dérivées km. Donc, c'est pas possible d'avoir MK qui soit nul dans ce genre de configuration. Donc, en tout cas, si je prends une fonction dérivable n fois, de façon à ce que la fonction elle-même et la dérivée nème soient bornées. Je ne peux pas m'amuser à faire ça avec un cas de figure où la fonction s'annulerait, donc la fonction dérivée jusqu'à un certain nombre de fois s'annulerait. Si j'ai affaire à ça, ça pose problème, d'accord? Parce que ça veut dire que M0 ne sera pas borné. Essentiellement, c'est ça que ça veut dire. Donc, ce ne sera pas fini. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, donc c'est une question qu'on aurait pu se poser, et la réponse, bah, je viens de la donner. Donc ça veut dire que, à cause de cette hypothèse-là, automatiquement, tous les MK sont non nuls. En tout cas, au moins jusqu'à Mn. Et bon, bah, de toute façon, on peut démontrer que ça ne peut pas être le cas, même à un n plus grand que... Ça ne pourra pas être le cas. Bref, donc ça veut dire que tous les MK sont non nuls, et donc si tous les MK sont non nuls, bah, n'ayez pas peur de faire des divisions comme là je l'ai fait. J'ai divisé par M2, j'ai divisé par M0, voilà. Je l'ai expliqué à l'oral, je ne l'ai pas écrit, j'espère avoir été clair à l'oral. Je pense que oui, il n'y a pas grand chose à dire en tout cas de ça, mais ça peut être bien d'y avoir réfléchi quand même, parce que oui, il peut y avoir ce genre de choses qui pourraient arriver, et finalement, grâce aux hypothèses, et notamment cette hypothèse-là, c'est impossible. Ok, alors on va pouvoir lancer la deuxième étape. Alors, je rappelle que la deuxième étape, c'était quoi? C'était de montrer... Voilà. Donc la deuxième étape, c'était de montrer que les MK sont finis. Ok? Bon, alors il n'y a pas vraiment de sous-question que je vais donner, mais par contre je vais donner un indice. L'indice est, bah, vous avez vu là, du Taylor. D'accord? Vous avez vu ici quelque chose de l'ordre du Taylor. Alors l'indice que je vais vous donner est la suivante. Utilisez Taylor Lagrange pour H1 jusqu'à Hn-1, n-1 réel distinct, plus écrire les égalités sous la forme matricielle.
Alors là, il y a des gens qui se disent, oh stupeur, mon Dieu, on fait de l'algèbre derrière de l'analyse. Car oui, je vous demande de mettre des égalités sous forme matricielle. Bah ça arrive hein, quand on fait de l'analyse, donc notamment des analyses qui ont pour but de modéliser des choses, hein, donc notamment des modélisations d'équations de chaleur ou autres trucs, ça arrive que de l'algèbre s'immisce dans l'affaire, et notamment que cette algèbre-là permette de voir des états de température ou des états, peu importe de quoi il s'agit, mais des états intermédiaires que l'on pourrait rencontrer, parce que malheureusement le temps continu sur l'ordinateur c'est un peu compliqué, c'est plutôt morceau par morceau, et donc il faut expliquer à l'aide d'une matrice et pas forcément à l'aide de dérivés habituels ce qui se passe. Bon, c'était une petite aparté pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de voir de l'algèbre qui intervient dans de l'analyse, c'est pas impossible. Et là, notamment, on va chercher à faire intervenir un peu d'algèbre dans cette histoire. Bon, ça fait bizarre de dire je veux écrire les égalités sous forme matricielle. Bon, je vous invite, maintenant que je vous ai donné cette idée-là, je vous invite à faire à nouveau une pause pour essayer de répondre à cette question 2, maintenant que je vous ai donné cet indice qui devrait vous aider beaucoup plus que juste l'énoncé de départ. Ok, j'espère que vous avez essayé, parce que c'est vraiment le type d'exercice satisfaisant. Là, cette question-là, c'est vraiment le type d'exercice satisfaisant où on voit la force de l'utilisation de l'algèbre à travers l'analyse. Parfois, ça a vraiment du bon. Hop. Alors, c'est ce que je vais faire. Bon, donc alors je vais utiliser l'indice. Donc l'indice, on me dit je vais appliquer Taylor-Lagrange pour H1 jusqu'à Hn. Alors je vais fixer J compris entre 1 et n-1. Et je peux écrire que, donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre X dans R. Les H1, Hn-1, j'espère que vous l'aviez compris, mais je vais les choisir positif strict, juste pour ne pas être embêté par des affaires qui pourraient arriver en divisant ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la chose suivante, je vais regarder f de x plus hj, et puis je vais utiliser un développement de Taylor-Lagrange, à nouveau. Donc si j'utilise le développement de Taylor-Lagrange, je peux écrire la chose suivante, f de x plus la somme pour j allant de, alors je réfléchis 2 secondes, 1 à n-1 de hj à la puissance, la somme elle va, l'indice c'est k, ouais k. Donc hj à la puissance k sur k factoriel fois dérivée km de f calculé en x, plus, et le dernier terme, ça doit être un reste qui s'écrit sous la forme Taylor-Lagrange, donc ça veut dire que ça doit être hj à la puissance n sur n factoriel f dérivée n fois, calculé en une valeur qu'on peut appeler xij, donc avec xij qui doit être dans l'intervalle xhj. Donc x plus hj. Voilà. Je peux écrire ce genre de choses, très bien. Donc là, j'ai juste appliqué la formule de Taylor-Lagrange. Je peux appliquer cette formule parce que la fonction est Cn, je rappelle, donc les formules de Taylor, les développements limités déjà pouvaient s'appliquer à partir du moment où j'ai une fonction qui est Cn. Évidemment, il y a des fonctions qui sont pas Cn et qui admettent des développements limités. Exemple très connu, c'est de prendre x³ fois sinus de 1 sur x, par exemple. Voilà, d'accord, donc c'est des exemples bien connus. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces spécificités-là. Ce que je veux dire, c'est que je suis bien dans un cadre où je peux appliquer cette formule, il n'y a pas de problème. Et alors pourquoi je l'ai écrit de cette manière-là? C'est parce que j'aimerais bien isoler tout ce qui dépend de f ou de sa dérivée énième d'un côté, et de l'autre côté, je vais isoler tout ce qui dépend de toutes les dérivées qui sont comprises entre 1 et k. Alors pour l'instant, vous vous dites peut-être, mais pourquoi il fait ça? Vous allez voir. Car encore une fois, je vous ai dit, il y a quand même une autre partie d'indice que je n'ai pas encore utilisée, c'est le fait de l'écrire sous la forme matricielle. Et pour l'écrire sous la forme matricielle, je vais faire ce que je viens de proposer. Donc, je peux écrire la chose suivante, f de x plus hj moins f de x moins hj à la puissance n sur n factoriel, f dérivée n fois calculé en xj. Donc j'ai ça.
qui doit être égal à la somme pour k allant de 1 à n-1 de hj puissance k sur k factoriel f dérivé k fois calculé en x. Ok. Et pour essayer d'y voir quelque chose de matriciel, on peut se rendre compte que cette somme-là, ça peut vous faire penser au type de produit que l'on pourrait rencontrer quand on fait un développement avec des matrices. Et si je vous écris sous la forme de matrice, vous allez vous dire « Ah ouais, en effet ». Alors je vais l'écrire. Et l'écrire sous la forme de matrice, ça serait l'écrire de la manière suivante. Je peux écrire que le vecteur est formé des... Bon, je vais l'écrire comme ça. Donc le vecteur formé des f de x plus hj moins f de x moins hj puissance n sur n factoriel f dérivé n fois... Bon, c'est assez moche à écrire. Bon, voilà. Donc, ce vecteur-là, il est égal à la matrice suivante. Imaginez que J, ça correspond en fait à la ligne que je... à la ligne que je parcours. Et si J, c'est la ligne que je parcours, je pourrais imaginer voir une matrice fois un vecteur, et le vecteur serait le suivant. J'aurais f dérivé k fois en x sur k factoriel d'un côté, et de l'autre côté, je pourrais y voir la matrice formée de la chose suivante, 1, H1, alors je vais mettre la ligne générale, juste pour que vous voyez, donc je peux mettre 1, HJ, HJ carré, jusqu'à HJ puissance n moins 1. Est-ce que... Ah oui, non, j'ai pas 1, pardon, excusez-moi, il n'y a pas 1. Donc voilà, je me retrouve avec ce genre d'égalité, ok. Donc ce produit de matrice. Et normalement, là, il y a un truc qui doit faire tilt tout de suite, hein, parce que c'est pas pour là que je vous ai dit de prendre des réels distincts. Alors bien sûr, vous remarquez qu'il ne faut pas prendre des réels nuls. Ça j'espère que ça allait de soi. Pareil, j'ai décidé de prendre des réels strictement positifs, mais je n'étais pas forcément obligé, mais je peux prendre des réels strictement positifs, ça pose aucun problème. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que la matrice qui est ici, c'est une matrice de Vandermonde. C'est pas incroyable ça? Donc je viens d'écrire quelque chose là qui fait apparaître la matrice, notre fameuse matrice, si je puis dire, de Vandermonde. Et une matrice de Vandermonde, je rappelle qu'elle est inversible. Alors bon, là, la Vandermonde, il manque quand même des 1. Donc c'est pour ça que bon, faudrait mettre en facteur 1 H1, 1 H2, etc., etc. Mais si tous les HI sont non nuls, la matrice est inversible si et seulement si tous les HI que j'ai pris sont distincts. Et c'est exactement ce que j'ai dit dans l'indice. Et de toute façon, les HI que j'ai choisis, c'est des valeurs arbitraires. Je peux prendre des valeurs n'importe lesquelles. Rien ne m'empêcherait par exemple de prendre 1, 2, jusqu'à n-1 par exemple. Pourquoi pas? C'est pas interdit. Donc, comme cette matrice est inversible, j'ai une égalité là. Un vecteur est égal à une matrice fois un autre vecteur. Je l'inverse cette matrice. Ok. Alors, il faut que j'essaye de garder quelque chose. Je vais garder cette égalité là. Voilà. Alors, si j'inverse la matrice qui est là-bas, je me retrouve avec une matrice B fois... Alors, on va peut-être donner des noms. Ça, c'est ma matrice V de X, là. Et puis, ça, c'est le vecteur, pardon, V de X. Puis ça, c'est le vecteur W de X. Et donc, on se retrouve avec B fois le vecteur V de X qui est égal à W de X. Donc avec B qui est l'inverse de la Vandermonde qui est ici. Je l'appelle A ici. Donc B c'est égal à A moins 1. Et qu'est-ce que ça me dit du coup? Ça me dit que si j'écris B avec des coefficients qui dépendent de I et de J, d'accord? Eh bien je peux écrire la chose suivante, que n'importe quel coefficient qui est ici, donc c'est-à-dire la dérivée JM de F en X sur J, alors peut-être que je vais commencer à l'écrire un peu plus à gauche. Donc la dérivée JM de X sur J factoriel, donc c'est-à-dire ce que je vois pour W, donc cette partie-là, elle est égale à la composante JN que j'obtiens
si je fais le produit de cette matrice avec ce vecteur. Et donc là, cette matrice, bon, tant qu'à faire, je vais écrire les coefficients de la matrice B comme étant B, I, J. Et donc, si je fais ça, pour avoir la JM ligne, il faut que je prenne la JM ligne pour la matrice B. Donc je vais me retrouver avec la somme pour K allant de 0 à, pas 0, 1 à N-1 de B, J, K. Voilà, donc je prends la JM ligne. Et après, il faut que je fasse le tour de la colonne. Donc le tour de la colonne, ça veut dire que comme la colonne dépend essentiellement de J, donc le J va être remplacé par K. Donc je vais avoir fois f de x plus h k moins f de x moins h k à la puissance alors hk à la puissance n, non pas, oui c'est ça, sur n factoriel fois f dérivé n fois de xi k. Fou. Bon, c'est un peu moche à écrire, mais voilà, j'en arrive à ce genre d'égalité qui est assez bluffant. Une égalité assez bluffante. Je change un peu de crayon. Donc voilà, alors maintenant je peux effacer. Et donc avoir ça, ça permet de conclure que les MJ, ici ça sera MJ, ça sera pas MK, mais c'est pas grave, ça permet de conclure que les MJ sont bornés. Alors, comment je fais? Maintenant je vais faire comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais faire des valeurs absolues, donc f dérivé j fois en x, c'est inférieur ou égal à j factoriel, et puis ensuite je fais rentrer la valeur absolue au plus à l'intérieur, donc je fais des inégalités triangulaires à nouveau. Si je fais des inégalités triangulaires, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir la chose suivante, somme pour k allant de 1 à n-1 de valeur absolue de bjk, ok, fois, là j'ai deux fois la norme de f qui se cache, donc 2 fois m0. Ici, là j'ai une collection de hi que j'ai choisi, je prends le plus grand d'entre eux, si je veux simplifier un peu les choses. Après je ne suis pas obligé de prendre le plus grand d'entre eux, je vous rappelle que les h sont positifs, donc bon, rien ne m'empêcherait de laisser hk tel qu'il est, donc j'ai hk puissance n sur n factoriel. Et puis là, je peux prendre la norme infinie de la dérivée nème de f, donc c'est-à-dire mm. Voilà. Bon, et puis en voyant ça, j'en conclus, là c'est assez clair que la somme que je viens d'écrire, je sais que m0 est fini, que mn est fini, les hk, je les choisis comme je veux, ça va être des réels finis, etc. Bref, j'ai une somme finie de nombres finis, tout va bien, cette somme est donc finie. C'est gagné. Donc je viens de démontrer alors que mj est bien fini pour tout j. Compris entre 1 et entre 1 et n-1. C'est quand même joli de voir l'intervention d'une matrice de Vandermonde pour réussir à démontrer que toutes les bornes sup des dérivés JM sont finies. C'est quand même, j'espère que ça vous surprend et que ça vous surprend aussi dans le bon sens du terme. Donc voilà, ça montre que c'est quand même très intéressant ce genre d'exo là. Bon, alors je viens donc de terminer la question 2 de cette donc la deuxième étape de mon chemin de résolution. Il reste une dernière étape, et cette dernière étape est assez technique. Alors la dernière étape est la suivante. Donc 3, j'avais dit qu'on devait essayer de conclure. Et pour conclure, j'avais proposé une suite, et on va voir en quoi elle va nous servir. Je vous rappelle qu'on a expliqué tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans la vidéo, pourquoi les MK étaient tous non nuls. Donc je l'avais expliqué, j'espère vous avoir convaincu là-dessus. Donc moi, je ne vais pas le réexpliquer, donc ça explique pourquoi je peux mettre du ln ici. K fois n moins k. Ok. Alors, on va démontrer une première inégalité. Première inégalité qu'on peut démontrer, inégalité, pardon. On peut démontrer une inégalité, et on peut montrer que 2 fois xk est inférieur ou égal à xk plus 1 plus xk moins 1. Donc ça pour tout cas, compris entre 1 et n moins 1. Donc première question, montrer cette chose.
Deuxième question. Alors là, c'est une petite question annexe. Donc, si disons, UM est une suite croissante de réels positifs, de un réel positif, alors je suis en train de me poser la question si j'ai vraiment besoin de réels positifs. Non, je n'ai pas besoin de réels positifs, c'est juste une suite croissante de réels. Bon, sous-entendu déjà que c'est une suite croissante, c'est automatiquement une suite réelle, hein, parce que ça n'a pas trop de sens de parler de suite croissante quand on n'a pas affaire à des suites réelles, de nombres réels. Donc si j'ai une suite croissante de réels, on peut montrer que, et alors là c'est une inégalité un peu bizarre, mais pour tout n entier naturel, peut-être plus grand que 2, et pour tout k compris entre 1 et n-1, eh bien, si je fais la moyenne des k premiers termes, c'est-à-dire de la somme pour j allant de 0 à k-1 des uj, ben ça va être inférieur ou égal à la moyenne des autres termes. Donc 1 sur n-k, somme pour j allant de k à n des à n. Est-ce que c'est n ou c'est n-1? Je suis en train de réfléchir 2 secondes. C'est peut-être n-1. Ouais, c'est peut-être n-1, ok. Hop. Et j, ça commence à 1. Donc il y a un truc peut-être que j'ai raté. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai raté? Là, c'est peut-être, ouais, peut-être que je me suis planté en disant, là, donc peut-être, ouais, bon. Il y a un truc comme ça qui doit intervenir. Faut que j'y réfléchisse un peu là. Donc des UJ. Donc essentiellement ce que je veux dire c'est que si je fais la moyenne des 4 premiers termes, ça va être inférieur ou égal à la moyenne des n-k termes suivants. C'est ça que je veux démontrer. Et donc k premiers termes, bah, je suppose que j'ai dû me planter sur les indices, donc peut-être que je devais mettre k ici. Et c'est inférieur ou égal au k. Donc, je suppose que là je devais mettre k plus 1 jusqu'à n. Voilà, donc c'est peut-être ça en fait. Voilà, ok. Bon, puis après 3 conclure. Donc B, c'est plutôt conclure. Car il va falloir savoir quelle est la suite croissante qu'il va falloir regarder pour conclure. Et ça, j'aimerais vous le laisser y réfléchir. Donc voilà le détail de cette troisième partie qui est assez technique cette fois, parce que bon, c'est pas quelque chose qui devrait venir à l'esprit comme ça facilement. Donc je vous invite à nouveau à faire une pause pour essayer de démontrer ces différents points et ainsi enfin conclure l'inégalité qui est écrite ici. Ok, bon, j'espère que vous avez réussi. Parce que bon, maintenant qu'on a le chemin là tracé, c'est un peu plus facile de s'en sortir. Hop. Ok. Alors, 3A. Alors, démontrons en effet que 2xk inférieur ou égal à xk plus 1 plus xk moins 1. Alors en fait, l'idée, donc je vous l'ai dit, hein, on va utiliser les questions, on a vu qu'on a pu utiliser déjà les questions précédentes, donc notamment pour montrer la 2, on a utilisé une idée de la 1. Et bien il se trouve que pour démontrer la question qui est ici, il suffirait de penser à ce que vous avez fait pour n égale 2, car en effet, ici on est en train de faire intervenir mk plus 1, mk moins 1. Donc ça revient à peu de choses près à utiliser l'inégalité qu'on avait démontrée plus tôt, quand j'avais dit que j'avais une fonction qui était C2, etc. etc. Donc bah, c'est ce que je vais faire, hein, donc, en appliquant, en utilisant le cas n égale 2,
on a la chose suivante. Eh bien, on peut écrire que mk, c'est inférieur ou égal à racine carrée de 2 fois m, 2 fois mk, donc mk moins 1, mk plus 1. Voilà. Donc là, je suis en train d'appliquer le résultat à la fonction dérivée k moins une fois, ok, sachant que k est compris entre 1 et entre 1 et n-1, il n'y a aucun problème sur la définition de chacun des cas, j'ai pas fait de bêtises. Donc on a ça, puis bon, bah, vous appliquez le ln à cette inégalité-là. Donc si vous appliquez le ln, vous avez ceci, inférieur ou égal donc à, eh bien je vais avoir ln de 2 sur 2, là on voit quelque chose qui ressort, plus ln de m k-1 sur 2, plus ln de mk plus 1 sur 2. On voit qu'il y a plein de sur 2 qui interviennent. Bah, je multiplie par 2 alors. Hein. Donc j'ai 2 ln de mk inférieur ou égal à ln donc de 2 plus ln de mk moins 1 plus ln de mk plus 1. Et là on voit qu'on n'est pas trop loin de ce qu'il faut, ce qui est normalement déjà assez rassurant. Bon. Et donc on va essayer d'utiliser, alors là ça demande un tout petit peu de calcul. Je suis en train de réfléchir, mais est-ce que c'est mieux que j'écrive les choses ou... Ouais, je vais écrire les choses. Donc maintenant, je vais écrire ce que je veux démontrer. Donc ça c'est ok. Ce que je viens d'écrire, ça découle de ce qu'on a fait pour n égale 2. Et donc, je l'applique à la dérivée k moins unième, en sachant qu'elle est dérivable 2 fois et qu'elle est C2, donc il n'y a pas de problème. Bref, maintenant, je vais voir ce que je veux démontrer. Hein. Donc, voir ce que je veux démontrer, si je l'écris, ça veut dire que je dois écrire 2 fois ln de... 2 fois ln de mk, ouais, c'est ça, donc 2 fois ln de mk moins ln de 2 fois k fois n moins k, je dois montrer, je vais écrire montrer que, est inférieur ou égal à ln de mk moins 1, mk plus 1, bon j'ai décidé de mettre mk plus 1 avant, moins... Et j'ai oublié, non, il n'y a pas de sur 2. Ouais, donc ln de 2 sur 2 fois k plus 1 fois n moins k moins 1. Ok. Moins... plus, pardon, d'ailleurs. Donc plus ln de m... faut s'accrocher un peu. Hein, mk moins 1 moins ln de 2 sur 2 k moins 1 fois... n moins k plus 1. C'est un peu technique, hein, encore une fois, je le répète, hein, c'est du calcul. Bon, je vais essayer de démontrer cette égalité-là. Ce que j'affirme, c'est qu'en fait, si je simplifie lui et lui, eh bien, je vais retrouver le ln de 2 qui se trouve de ce côté-là. Apparemment, c'est ce qui devrait se passer, vu l'inégalité que je veux démontrer par rapport à l'inégalité que j'ai là-haut. Vous voyez que si je mets ça de l'autre côté, il faut juste prier que tous les trucs en ln sur 2 là se simplifient et donnent du ln de 2. Alors voyons ce qui se passe. Donc maintenant que j'ai écrit ça, je vais écrire l'égalité que je veux. Donc voyons qu'est-ce qui se passe, enfin le calcul que j'aimerais faire. Donc si je fais ln de 2, alors je me permets de le faire sur 2. En fait, ouais. Alors ce que je peux faire, c'est me débarrasser du ln de 2 juste pour simplifier. Donc je peux écrire ln de 2 sur 2 en facteur si vous voulez. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir k fois n moins k, moins, donc 2 fois d'ailleurs, moins k plus 1 fois n moins k moins 1, plus, moins encore, k moins 1 fois n moins k plus 1. Voilà. Et maintenant, il faut voir comment ça se simplifie ce truc. Alors pour voir comment ça se simplifie, il suffit de le développer de manière intelligente. Si je le développe de manière intelligente, de façon à faire intervenir du k fois n moins k, vous pouvez faire donc le premier, je le laisse tel quel. Puis lui, je vais le développer k fois n moins k, donc k fois n moins k, k fois moins 1, donc ça fait moins k,
ensuite plus n moins k, plus n moins k, et puis il me reste moins 1. D'ailleurs j'ai oublié qu'il y avait un moins devant, donc il faut que je fasse gaffe. Alors comme il y a un moins devant, lui ça marche, lui il y a un plus, lui ça devient un moins, et le dernier, donc j'ai dit là il y avait un moins, donc ça devient un plus. Ok. L'autre ensuite je développe encore une fois, donc là ça va faire moins k fois n moins k. Ok. Voyons. Donc moins k fois n moins k, ensuite moins k fois 1, donc ça va faire moins k. Ça me rassure, le k s'en va. Donc moins k, ensuite je vais avoir moins 1 fois ce truc là, donc ça va faire plus n moins k. Le plus n moins k va s'en aller avec le moins n moins k, ça c'est bien. Et enfin, le dernier truc que j'ai, c'est moins 1 plus 1, ça va faire moins 1 fois moins 1, ça fera plus 1. Voilà. Donc, je m'en retrouve avec tout ça, hein, toute la parenthèse donne ça en développant de manière un peu intelligente. Et donc bah là, si vous remarquez, il y a plein de trucs qui simplifient. Lui se simplifie avec lui et lui. Ensuite, le k se simplifie avec le moins k qui est ici. Je change une couleur. Le moins n moins k qui est ici va être simplifié avec le plus n moins k qui est ici. Tout ce qui me reste, c'est plus 1 qui fait 2. Donc ça veut dire que tout ce que j'ai écrit là, c'est égal à 2 fois ln de 2 sur 2, donc c'est bien égal à ln de 2. Ah. Lourd calcul, tout ça pour vérifier que si je fais la source, donc si je fais lui moins ce qu'il y avait encore là, eh bien ça donnait ln de 2 comme l'égalité là-haut. Donc bah du coup j'ai gagné, hein, cette inégalité là est vraie, puisque l'inégalité là-haut est vraie. Terminé. C'est du calcul, c'est un peu lourd, mais ça marche. Donc voilà, on a démontré cette inégalité-là, youpi. Regardons maintenant la question B, qui n'est pas très difficile non plus, mais c'est quand même une inégalité bizarre. Donc j'efface maintenant que j'ai fait ça. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à revenir en arrière s'il y a besoin de relire. Alors 3B. Hop. 3B, alors j'ai une suite qui est croissante, j'aimerais démontrer ces inégalités-là. Bon bah c'est pas très difficile. Donc, 1 sur k fois la somme, donc je vais j allant de 1 à k des uj. Bah comme la suite elle est croissante, je sais que cette suite de réels, elle est inférieure ou égale 1 sur k fois la somme des uk. Donc je peux prendre le plus grand, à la place de tous les uj, je peux prendre le plus grand qui est uk. Ce qui est une très bonne idée si on veut se débarrasser de la somme. Donc en effet, le nombre de termes qu'il y a dans la somme, il y en a k. Donc k fois uk divisé par k, ça va donner juste uk. Mais uk, je sais que la suite, elle est croissante. Donc je sais que uk est inférieur ou égal à uk plus 1. Et je vous le donne en 1000, uk plus 1, je peux l'avoir en jouant avec l'autre somme. Donc si je joue avec l'autre somme, j'ai ceci. Somme pour j allant de 1 à allant de k plus 1 à n, voilà, donc uj. Encore une fois, j'utilise le même genre de technique. Le plus petit élément que je peux avoir dans la suite, c'est uk plus 1, pardon. Donc je peux écrire que ça, c'est 1 sur n moins k somme pour j allant de k plus 1 à n des uk plus 1. Et ça, bah, il y a combien de termes dans la somme? Il y en a exactement n moins k plus 1, donc n moins k moins 1 plus 1. Donc du coup, il y en a bien n moins k, et n moins k divisé par n moins k, ça se simplifie. Voilà, c'est gagné. Je viens donc de démontrer l'inégalité qui est écrite ici, qui paraissait un peu étrange, une inégalité de moyenne. Bon, finalement, elle est vraiment pas difficile, mais il faut quand même avoir eu l'idée de se dire, je vais majorer par le plus... Ici, je vais majorer par le plus grand des termes, et ici, je vais minorer par le plus petit des termes. Si on a cette idée-là, bah, c'est gagné. Donc voilà, c'est une inégalité assez intéressante. Et là, bah, on va utiliser cette inégalité pour enfin conclure l'égalité demandée ici. Alors j'efface. Et maintenant, on en arrive enfin à la conclusion de toutes ces péripéties. Le bouquet final. Donc, le bouquet final, eh bien, il faut déterminer quelle est la suite croissante qui se cache là-dedans. Eh bien, 2xk, je sais que 2xk est inférieur ou égal à
xk-1 plus xk plus 1. Si je le modifie un tout petit peu, je me rends compte qu'en fait j'ai d'un côté xk moins xk moins 1 qui doit être inférieur ou égal, qui doit être inférieur ou égal à xk plus 1 moins xk. Donc l'inégalité que j'ai écrite ici, c'est la même que l'inégalité qui est ici. Il suffit de mettre xk moins 1 de l'autre côté à gauche et un des xk à droite. Et vous avez ça. Donc là, vous voyez du coup que la suite des xk plus 1 moins xk, c'est une suite croissante. Donc xk plus 1 moins xk croissant. Youpi! Donc ça veut dire que je vais pouvoir appliquer l'inégalité de la question B. Donc d'après la question B, je vais pouvoir écrire la chose suivante. 1 sur k somme pour j allant donc de... alors réfléchissons. Donc somme pour j allant de z... Est-ce que je t'ai bien... Oui. J allant de 1 à... Ah oui, alors il faut que je fasse attention à la suite que j'ai écrite là. Donc je vais plutôt écrire k à k moins 1. Vous allez comprendre vite pourquoi, par rapport aux indices. Donc xj moins xj moins 1. En fait, j'aurais eu un problème par rapport à l'autre somme. Je me serais retrouvé avec xn plus 1 et mn plus 1, j'en sais strictement rien de ce qu'il en est pour mn plus 1. D'accord? Donc comme je sais strictement rien de ce qu'il en est pour mn plus 1, je fais attention. Donc ok, j'ai ça qui doit être inférieur ou égal à 1 sur n moins k fois la somme pour j allant de k plus 1 à n des xj moins xj moins 1. Voilà, youpi. Vous pouvez reconnaître des sommes télescopiques à gauche et à droite. C'est la fête. Je me retrouve donc avec 1 sur k fois xk moins x0, donc xk moins x0, qui doit être inférieur ou égal à 1 sur n moins k, et je vais me retrouver avec ici xn moins xk. Et vous voyez que c'est super génial parce que maintenant, les inégalités que je viens d'écrire, ici, ça donne des inégalités où seuls M0, MK et Mn apparaissent. Donc on est super content. Alors maintenant je vais rassembler les termes d'un côté comme de l'autre. Donc si je rassemble les termes de façon à mettre juste xk d'un côté et le reste de l'autre côté, je vais me retrouver avec 1 sur k plus 1 sur n moins k fois x fois xk qui doit être inférieur ou égal à 1 sur n moins k xn plus 1 sur k xk x0. Ok, je me retrouve avec ça. Bon, je vais effacer un petit peu en haut pour pouvoir continuer. Maintenant que j'ai ces inégalités-là, j'ai envie de remplacer et mettre des exponentielles. Alors juste très rapidement, si je mets ça sous le même dénominateur, je me retrouve avec n-k plus k, donc ça va faire n divisé par k fois n-k. Je le fais vite fait, c'est juste histoire de l'avoir fait et de voir des simplifications qui vont pouvoir se faire. Donc maintenant que j'ai écrit ça, il faut que j'écrive toute la formule en faisant de l'exponentielle. Donc si je fais exponentielle à cette inégalité, je me retrouve avec quoi? Eh bien je me retrouve avec mk. Donc le moins ça veut dire que je divise 2 à la puissance, donc mk divisé par 2 à la puissance k fois n moins k divisé par 2, le tout à la puissance n sur k fois n moins k. Donc ça c'est lui en faisant l'exponentielle, est inférieur ou égal, et maintenant je fais l'exponentielle de lui. Alors lui ça me donne quoi? Ça me donne mn divisé par... là, ce qui est intéressant, c'est que si je remplace k par n, ça donne 0. Donc du coup, il n'y a plus de ln qui apparaît, donc c'est très bien, ça donne juste mn alors. Juste mn. Mn, et puis ensuite, pour m0, ça doit être le même genre d'affaire. Donc j'ai mn à la puissance 1 sur n moins k, et m0 à la puissance 1 sur k. Donc je me retrouve avec ça, super. Et là on voit qu'on n'est pas très loin de ce qu'il faut démontrer, donc il n'y a plus qu'à faire quelques manipulations. J'aimerais me débarrasser de cette puissance. Donc je vais mettre à la puissance
l'inverse de ce truc-là. Ça va me donner mk qui est inférieur ou égal à 2 puissance k fois n moins k divisé par 2. Et puis là, il faut que je fasse mn à la puissance 1 sur n moins k. Et là, je dois faire l'inverse. Donc l'inverse, n moins k j'ai dit. Et là, je dois faire l'inverse. Donc l'inverse, ça va me donner... oui, c'est bon. Donc ça va me donner k fois n moins k divisé par n. Donc le n moins k se simplifie, ça donne bien du k sur n. Et le m0, bah, je vais faire pareil. Donc je me retrouve avec du m0, 1 sur k fois k n moins k sur n. Le k se simplifie, youpi. Et donc n moins k sur n, ça fait 1 moins k sur n. C'est gagné, on a bien les exposants qu'il fallait. Pouf! Voilà, preuve faite, et cela m'aura pris en effet 1 heure. Quoi, je vous l'avais dit. Donc voilà, c'est une résolution quand même très intéressante. J'espère que ça vous a quand même motivé de faire cet exercice, même si clairement c'était quand même très technique. Surtout cette fin là calculatoire qui n'était pas évidente. Et clairement sans les sous-questions, je pense que ça serait quand même très difficile de s'en sortir. Donc à part si on a déjà vu cet exercice et qu'on se lance le défi de le faire. Sinon voilà, c'est quand même le type d'exercice je pense qu'on pourrait rencontrer en concours. Parce que bon bah vous voyez que les différentes sous-questions sont intéressantes les unes après les autres. Après il y a certaines questions, je ne vais pas le cacher, mais il y a certaines questions peut-être qu'on pourrait développer en une sous-partie d'un sujet de concours, comme cette histoire d'utilisation de Vandermonde qui est quand même très forte et très intéressante. Potentiellement que en ajoutant quelques questions autour de la matrice de Vandermonde et puis une question demandant peut-être une écriture matricielle de toutes les affaires qu'on aura écrites, on arrive à quelque chose. Donc ce que je suis en train de dire c'est que là le type d'exercice qu'on vient de faire, même si l'intitulé de la plupart des vidéos de la chaîne c'est des exos de colle, cet exercice là c'est quand même un exercice qui est plus proche de quelque chose qui touche à un niveau d'un concours. Bon bah j'espère qu'avec les sous-questions, vous avez pu vous raccrocher sur certaines choses et que ça vous a donné de l'inspiration sur certaines questions, que vous avez eu peut-être de bonnes idées. J'aimerais juste terminer en disant que normalement cette vidéo, j'avais prévu de la faire en même temps que la vidéo précédente, c'est-à-dire le petit exo de colle 51. Sauf que quand j'ai fait l'enregistrement, j'étais pas fier de moi du tout. J'étais pas très content de comment ça s'était passé. Et bon bah là cette fois-ci je suis très content, donc tout va bien. Et un tout dernier truc aussi que j'aimerais aussi ajouter, c'est que comme j'ai vu de l'engouement pour démontrer des inégalités, comme ce fut le cas pour l'inégalité de Hilbert très récemment, je me suis dit que je voulais vous proposer un exercice démontrant une nouvelle inégalité que vous connaissez peut-être pas. Et bon voilà, vous montrer d'autres types de résolutions. Et j'espère vous avoir convaincu que derrière quand même cette résolution, je n'ai pas utilisé des outils très pointus. J'ai utilisé du Taylor-Lagrange, j'ai utilisé du Vandermonde, des matrices de Vandermonde, et l'utilisation de l'inverse des matrices, etc. Bon, certes, la notion de borne sup, etc. Mais bon, elle n'est pas très difficile. Des inégalités triangulaires. Et puis après, bon, quelques petites choses à faire sur une suite précise, du calcul, quoi, essentiellement. Et voilà. Donc les ingrédients que j'ai utilisés sont essentiellement des ingrédients et qui correspondent à des outils qu'on voit en première année de classe préparatoire. Donc j'espère vous convaincre en vous disant ça. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a bien intéressé cet exercice. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale, qui voudraient peut-être se préparer au concours, hein, on ne sait jamais. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire des questions, des remarques, même des remarques un peu plus détaillées, ça fait toujours plaisir. Donc soit des détails sur la façon dont je présente ou des détails concernant ce que vous avez pu comprendre de la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me donne de plus en plus aussi d'engouement à continuer, hein, bien sûr. Et puis voilà, je pense qu'on est bon, donc je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Sur ce, portez-vous bien et salut à tous.